Je donne la parole à Madame Professeur Barakat, chef du service de réanimation néonatale CHU Ibn Sina de Rabat. Il va parler de l'impact de l'accouchement par césarienne itérative sur l'allaitement. À vous la parole, Amine. Merci beaucoup. Remercier Monsieur le Docteur Benani ainsi que l'ensemble du bureau de l'amicale des pédiatres de Tanger pour d'abord leur invitation, mais surtout les féliciter pour la qualité de l'organisation de ce congrès ainsi que la pertinence des thèmes. Donc, lorsqu'on voit le titre « Impact de l'accouchement par césarienne élective sur l'allaitement maternel », tout le monde va me dire on sait que ça impacte. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je pense que lorsqu'on cherche sur PubMed, par exemple, le nombre de publications sur la question, croyez-moi que les premières datent des années 90. Il n'y a pas plus de 200 papiers. Et lorsqu'on cherche l'impact sur le microbiote intestinal, les premières datent des années 2000. Il n'y a également pas beaucoup de papiers. Donc, au fait, c'est un domaine qui mérite encore d'être exploré pour répondre à beaucoup de questions qui mèneront des pistes d'amélioration. Donc, au fait, on sait que le mode d'accouchement influence les pratiques d'allaitement. C'est une réalité qu'on a tous expérimentée en tant que pédiatre. On sait aussi que malheureusement, les taux élevés de césarienne et les taux bas d'allaitement maternel constituent dans plusieurs pays au monde une préoccupation majeure de santé publique, mais notamment, malheureusement, dans les pays en développement. Et surtout, on est tous convaincus, je l'espère, qu'il n'y a pas mieux que cette denrée, l'allaitement maternel, à proposer aux enfants, et surtout, il n'y a pas mieux que le colostrum à proposer aux nouveau-nés, et ceci dès la naissance. D'ailleurs, l'OMS recommande de le proposer dans l'heure qui suit l'accouchement au maximum, et depuis 2012, l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé un plan qui vise à ce que tous les pays du monde puissent atteindre des taux supérieurs à 50% en ce qui concerne l'allaitement exclusif à l'âge de 6 mois d'ici 2025, c'est-à-dire d'ici demain, et on est très loin d'atteindre ces projections. On sait aussi que pour un impact favorable sur la santé de la mère et du nouveau-né, le taux acceptable de la césarienne dans un pays donné devrait être à peu près de 15%, mais on vit tous dans les différents pays du monde, malheureusement, une augmentation extraordinaire des taux de césarienne, et ceci va impacter inéluctablement les pratiques de la nutrition néonatale et du nourrisson, et particulièrement l'allaitement maternel. Pour vous situer au cœur du sujet, j'ai choisi de partager avec vous quelques données épidémiologiques qui interpellent. Et vous allez voir que toutes les régions, y compris Tanger, ont rendu leur copie par rapport à la question en 2018 dans l'enquête nationale de santé, population et famille. Vous allez voir que ça interpelle. Alors, lorsqu'on voit, est-ce que les femmes donnent le sein dans les maternités? Oui, ok, globalement, c'est 97%. Toutes les régions sont bonnes, à part quelques-unes qui viennent vraiment en bas, et c'est Dakhla wa Dahab à ce propos. Mais, lorsqu'on voit combien initie dans l'heure qui suit l'allaitement, eh bien là, les données interpellent. Un bébé sur 2 ne bénéficie pas de la mise au sein dans l'heure qui suit l'allaitement. C'est énorme. Je vous donne votre copie Tanger, vous êtes parmi les meilleurs. C'est un bébé sur 2 toujours. Mais les pires, c'est Souss-Massa, 30%. Les mieux, c'est l'oriental. Et donc, nous voyons qu'il y a des disparités régionales. Mais lorsqu'on s'approche un peu plus vers l'allaitement exclusif à l'âge de 6 mois, nous voyons que les disparités sont énormes et que la copie de Tanger à ce propos de la région de Tanger n'est pas très bonne puisque c'est 20% seulement, alors que l'oriental, encore une fois, c'est 51%. Rabat n'est pas loin derrière Tanger, c'est également très peu et il y a beaucoup d'efforts à faire à ce propos. Nous voyons aussi qu'il y a des disparités entre milieux par rapport aux enfants qui vont continuer d'allaiter jusqu'à l'âge de 20 mois. Et lorsqu'on se penche sur ce qui se passe par rapport aux césariennes, on est très interpellé également par des chiffres qui, comme vous allez voir, font peur. Dans ce papier publié en 2020, vous voyez que le Maroc
se situe parmi les pays où c'est 15 à 24%, et vous allez voir que ça n'a pas changé en 2018 sur l'enquête. Les dernières données que j'ai pu avoir pour le secteur public du département responsable du ministère de la Santé montrent que nous sommes restés globalement sur le secteur public stable, autour de 8-9% de 2017 à 2022. Mais lorsqu'on voit l'enquête de 2018, nous voyons qu'à l'échelle nationale, on est à 21%. Mais 34,2% des césariennes vont être urgentes, 56% vont être programmées. Il y a l'apparition d'une nouvelle donnée dans ces statistiques, ce sont les césariennes préférentielles, qui ont constitué 9,4%. Et lorsqu'on voit ce qui se passe par secteur, nous voyons que 62% de ces césariennes sont faites dans le privé et que 12% sont faites dans le public. Et là, ce sont des données qui interpellent. Alors à partir de tout ça, j'ai beaucoup réfléchi pour aborder la question. Je me suis dit, il est impossible d'aborder tous les points qui vont concerner l'impact de la césarienne sur l'allaitement, mais on va essayer de comprendre ensemble certains points sur lesquels nous, en tant que pédiatres, on pourrait agir pour améliorer la situation. Et donc, je me suis posé 5 questions. La première question, est-ce que l'accouchement par césarienne impacte l'allaitement? C'est facile, il y a des datas, il y a des données importantes, il y a cette belle revue systématique et méta-analyse de 2021 qui a montré au fait que seulement 40% des femmes qui ont accouché par césarienne vont allaiter dans l'heure qui suit l'accouchement. Et donc on peut comprendre que les données sont unanimes quant malheureusement à cet obstacle que constitue l'accouchement par césarienne par rapport à l'initiation de l'allaitement maternel. Il y a ce travail très récent de 2023 qui a également montré la même chose. Et surtout, lorsqu'on se penche sur est-ce qu'il y a une différence d'impact entre césarienne programmée et césarienne urgente, nous voyons qu'il y a pas mal de données qui ont montré que les césariennes programmées auraient un effet négatif plus important sur le démarrage et la durée de l'allaitement. Et c'est quelque chose de très important. Et le postulat est que la voie hormonale qui stimule la lactogénèse serait très perturbée par un accouchement par césarienne, notamment programmé, et du coup, il y a plusieurs voies de stimulation qui ne vont pas être enclenchées, et ceci, malheureusement, va impacter considérablement l'allaitement. On le voit bien dans ce travail qui a comparé l'allaitement par voie basse à la césarienne urgente et à la césarienne programmée. À partir de là, se pose une deuxième question. Comment peut-on expliquer cet impact négatif des césariennes sur l'allaitement? Et puis, comment expliquer ces différences entre la césarienne programmée et la césarienne urgente? Alors, dans ce travail très intéressant qui est publié en 2024, les auteurs se sont penchés sur la question et se sont dit qu'au-delà des données qui sont connues par rapport à la douleur, etc., accompagnant l'accouchement par césarienne, il y a certainement des données relatives aux pratiques que nous faisons tous à la maternité par rapport à la prise en charge de ce nouveau-né qui vient de naître. Et donc, ces pratiques peuvent impacter cet allaitement. Effectivement, ils ont remarqué qu'il y a un retard du pot à pot, de la pratique du pot à pot quand l'accouchement se fait par césarienne. Il y a beaucoup plus de compléments lactés donnés au bébé lorsque l'accouchement se fait par césarienne. Et il y a beaucoup d'utilisation de sucettes lorsque l'accouchement se fait par césarienne. Ils ont aussi montré qu'il y a beaucoup plus de séparation des bébés de leur maman et beaucoup plus de, malheureusement, absence de régularité dans la fréquence des tétés, ce qui est une conséquence logique de la séparation, et finalement que la durée du pot à pot va être plus écourtée. Et ils ont supposé aussi que la qualité de la tétée elle-même pourrait être impactée par l'accouchement par césarienne,
chose qui a été démontrée dans ce travail en utilisant le score de Latch. Vous savez, le score de Latch, c'est le score qui permet de vérifier la qualité de la tétée. Et dans cette étude, les auteurs ont montré qu'effectivement, que ce soit par rapport au confort, à la position, au maintien, à la tétée en elle-même, la qualité de la tétée que ferait une maman qui a accouché par césarienne est beaucoup moindre par rapport à celle que ferait une maman qui a accouché par voie basse. Et par rapport à la question de la différence entre la césarienne programmée et urgente, il y a beaucoup de papiers qui ont montré que avec les césariennes programmées, il y a moins d'initiation, il y a moins d'allaitement à la sortie de maternité, il y a plus de perte de poids chez les bébés. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parmi les voies d'explication, mais il y a certainement d'autres explications, il y a cette activation incomplète des mécanismes neuro-endocriniens chez la femme qui a accouché par césarienne programmée. La troisième question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'en plus de ça, des pratiques, de l'allaitement, etc., est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui seraient aggravants? Il y a pas mal de travaux qui l'ont abordé. J'ai choisi celui-là parce qu'il m'est paru très explicite. Et effectivement, le jeune âge maternel serait un facteur aggravant associé à une grossesse non planifiée, associée à la primiparité. La quatrième question que je me suis posée également serait l'impact de cette voie d'accouchement sur la flore intestinale et sur la flore du colostrum, que je vais aborder très rapidement parce que ça peut être rien que ça le sujet d'une conférence très large. Et là, c'est une nouvelle publication de 2024 qui s'est intéressée justement à répondre à la question à travers une belle méta-analyse qui a été qui a compilé toutes les nouvelles données sur la question. Et la conclusion a tourné autour de 6 points très importants. D'abord, tous les papiers sont unanimes quant à la réduction constante des bactéries bénéfiques, notamment le bifidobacterium et les bactéroïdes chez les nourrissons qui sont nés par césarienne. Il y a quelques données sur l'intérêt que présenteraient les interventions avec les pro et symbiotiques, mais attention, avec des molécules précises, à des posologies précises, et donc sans qu'il y ait des guidelines systématisés sur la question. Il y a également un intérêt de l'ensemencement vaginal, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce propos, parce qu'il y a des risques infectieux et parce que aussi on ne sait pas ce qu'il en est de l'impact à long terme. Et puis surtout, l'implication à long terme sur la santé est indiscutable en matière de risque de maladies comme l'asthme, les allergies, l'obésité, de cette perturbation de la flore intestinale. Et toutes les études sont unanimes que l'une des voies d'intervention les plus sûres, les plus coûteuses pour contourner toutes, malheureusement, ces effets négatifs sur la flore de la voie haute serait l'allaitement maternel grâce à sa richesse en oligosaccharides qui serait essentielle pour la croissance des bifidobactéries bénéfiques. Et j'ai beaucoup aimé ce papier de 2017 qui a abordé un point également extrêmement intéressant et qui a montré que non seulement la flore intestinale est modifiée lorsque l'accouchement se fait par voie haute, mais aussi la flore du colostrum elle-même, elle est modifiée. Et chez les bébés qui naissent par césarienne, elle est beaucoup plus riche en germes de l'environnement que chez les bébés qui sont nés par voie basse. Et dans ce papier, les auteurs insistent sur 3 points essentiels. Le mode d'accouchement module le microbiote du colostrum. Les différences sont très significatives en matière de biodiversité, d'abondance bactérienne et d'interaction. Et surtout, ces interactions qu'ils ont schématisées sous forme de cartographie qui étaient très différentes entre le colostrum de femme, voie basse et voie haute sont une piste importante pour moduler le développement d'une flore intestinale saine ou pathologique. En synthèse, que pourrions-nous dire sur cette première partie, mais la deuxième, rassurez-vous, elle va être très courte, j'espère entrer dans mon timing. La césarienne réduit le début de l'allaitement, retarde le moment du premier allaitement, réduit les chances d'allaiter exclusivement et augmente la probabilité d'une alimentation
complémentaire, l'impact de la césarienne programmée serait plus important, les circonstances de la période postpartum et les pratiques sont étroitement liées aux résultats positifs de l'allaitement. Le jeune âge maternel, la préméparité, la grossesse non planifiée sont des facteurs aggravants. La flore du colostrum est affectée par la voie basse et par la voie haute, par la voie d'accouchement, mais toujours est-il, il reste la meilleure denrée à donner à ces bébés et on peut expliquer dans la discussion pourquoi. Et finalement, la flore intestinale est impactée et l'allaitement maternel est l'une des pistes les plus importantes pour une intervention tout au long du cycle de vie. Et à partir de là, il est tout à fait logique, si on réunit toutes ces données, de se dire, nous, en tant que pédiatres, que pourrions-nous faire alors et quelles sont les pistes pour intervenir et améliorer ces résultats. J'ai réuni les initiatives les plus importantes qu'on peut pratiquer. D'abord, ces initiatives sont fondamentales. Ils doivent être mises en place dans tous les pays. Pourquoi? Parce que c'est une priorité de santé mondiale. Et parce que ces initiatives doivent être vraiment une approche globale, holistique, du prépartum au postpartum, du prénatal même au postnatal. Et surtout parce que leur efficacité, ou au moins l'efficacité de beaucoup parmi ces initiatives, a été documentée par des données factuelles. La première action est le poids à peau dont parlait le professeur Haussmann tout à l'heure, et également qui a montré son efficacité par rapport à l'amélioration des scores d'allaitement chez les bébés qui sont nés par césarienne. Et vous voyez ici, c'est une comparaison entre ceux pour lesquels le poids à poids a été fait par la mère, M par le père Fadel, c'est F, et pour ceux qui n'ont pas eu de poids à peau, et vous voyez que l'effet va être poursuivi jusqu'à l'âge de 6 mois. Et dans ce papier, les auteurs disent l'impact est très important, même si ce poids à peau est réalisé jusqu'à 3 heures après l'accouchement. Mais l'idéal, c'est de le faire immédiatement après l'accouchement. Le deuxième élément fondamental qui a été également très étudié, c'est l'impact d'utiliser chez cette femme pour l'aider à avoir sa montée laiteuse, le tire-lait électrique, bien sûr, à condition de l'encadrer, de lui donner des directives claires, d'utiliser des pressions qui simuleraient la pression exercée par le bébé, qui est en réalité entre moins 150, moins 180 mm de mercure. Mais en général, les données scientifiques sont probantes avec un impact positif avec moins 150 mm de mercure, mais à condition de le pratiquer le plus tôt possible et plusieurs fois par jour. Ce pompage a démontré son efficacité pour booster la montée laiteuse et avoir des scores d'allaitement efficaces. Le rôle de l'éducation à l'allaitement maternel a également démontré ses preuves. Ici, je vous montre un papier qui compare entre des femmes éduquées et des femmes non éduquées. Les femmes qui ont eu une éducation pré- et post-natale ont des scores qui vont rester bons, même jusqu'à l'âge de 5 mois. Et finalement, la gestion, pas finalement, mais avant, c'est l'avant-dernière action, la gestion de la douleur. Vous savez, nous, lorsqu'on veut poser une question par rapport à quel médicament peut prendre une femme enceinte ou une allaite, ou qui allaite, on se réfère principalement au CRAT, qui répond généralement à nos questions. Et bien sur le CRAT, je vous ai mis ici une liste de tout ce que peut prendre une femme qui vient d'accoucher pour l'analgésie et qui ne contre-indique pas l'allaitement. Vous voyez que la liste est très longue et là aussi on peut le discuter en long et en large. Et puis depuis 1914, des procédures de prise en charge de la femme en post-césarienne ont été mises en place par les gynécologues obstétriciens et dans ces procédures qu'ils ont appelées la réhabilitation précoce, il y a l'ablation précoce de la sonde vésicale, le lever précoce, l'alimentation précoce et tout ceci est fait dans le sens justement de prêcher la cause de l'allaitement maternel et pas mal de données ont démontré l'efficacité de telles réhabilitations à condition d'avoir des équipes obstétrico-pédiatriques sur place qui sont formées et qui sont sensibilisées à l'action. Et donc, nous pouvons conclure que soutenir l'allaitement maternel avant et après la césarienne est une action de santé publique. Et les données factuelles telles que je viens de le partager avec vous sont suffisamment probantes pour le démontrer. Que
il faut quand même, dans notre pratique, nous en tant que pédiatres, départager entre les facteurs, les femmes par rapport au niveau de risque. Il y a des femmes qui vont en plus nécessiter de la part des pédiatres, mais aussi des obstétriciens, une attention particulière quant à la promotion de l'allaitement maternel. Donc, celles qui ont accouché par césarienne programmée, mais principalement s'ils n'ont pas une expérience d'allaitement antérieure, donc s'ils sont primipares, s'ils sont jeunes et si la grossesse n'a pas été programmée. Il faut absolument également qu'il y ait des programmes clairs, des programmes rédigés dans les différents lieux d'accouchement et connus par tous, aussi bien les pédiatres que les obstétriciens, et que tout le monde soit éduqué, impliqué, et que les services soient organisés pour permettre ce genre d'action. Et je vous remercie. Merci, professeur Amina, de cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, professeur Ousmane. Merci. Excellente présentation, hein, tout aussi la présentation on a beaucoup appris. Moi, j'ai un problème opérationnel. C'est la question du tire-lait. Quand vous êtes dans des hôpitaux à très grand effectivement ou de césarienne, comment vous allez le faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer sur l'extraction manuelle du lait? C'est beaucoup plus abordable chez nous que le tire-lait. Oui, c'est une question très pertinente. Alors seulement, il y a très peu d'études qui ont comparé l'impact de l'extraction manuelle au moment en post-césarienne sur la montée laiteuse et les scores de l'allaitement plus tard, pour la simple raison que, vous le savez, professeur Ousmane, extraire le lait de façon manuelle est déjà une technique fastidieuse à apprendre à une femme qui a accouché normalement. Une femme qui a accouché par césarienne, en plus qu'il doit être assistée pour tous les gestes pendant les premières 24 à 48 heures, le fait qu'on lui demande de faire une extraction manuelle, ce n'est pas pratique. Et l'élément fondamental pour qu'on puisse booster la montée laiteuse, il faut que la pression d'extraction soit équivalente à la pression exercée par la bouche du bébé en téton. C'est une pression qui avoisine les 150 mm de mercure, ça peut aller jusqu'à 180 mm de mercure pour justement booster au maximum, stimuler au maximum cette montée laiteuse. Moustapha. Merci beaucoup Amina, c'est extraordinaire. Alors tu as parlé de l'impact de la césarienne itérative. Et il y a bien sûr la césarienne en urgence non attendue. Donc, il y a eu quelques études qui ont été faites sur la comparaison des deux et elles ont montré que les femmes qui ont été approchées avant la naissance, c'est-à-dire pendant la durée de la grossesse, en les informant des bienfaits de l'allaitement et qui avaient l'intention d'allaiter, avec l'envie d'allaiter, même en cas de césarienne, par exemple au moment de la grossesse, parce que l'accouchement se déroule moins bien, à ce moment-là, elles ont eu un score d'allaitement qui était beaucoup mieux pendant, je parle de la première heure en postnatal, que celles qui n'avaient pas été approchées. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt d'avoir un conseil de lactation avant l'accouchement, pendant toute la durée de la grossesse, en particulier au dernier trimestre. Je pense que c'est ça qu'il... Oui, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, sur ma dernière plaque, malheureusement, elle n'est plus projetée, j'ai beaucoup insisté sur l'importance de la formation et éducation, professeur Mortari, parce que vraiment, c'est fondamental. Et effectivement, toutes les études qui ont voulu voir l'impact de la césarienne programmée ou pas sur l'allaitement maternel ont stratifié sur l'éducation prénatale pour ne pas avoir de facteur confondant majeur qui est l'éducation prénatale. Parce qu'à partir du moment qu'on prend des mamans, qu'on les prend dans des programmes d'éducation, on ne peut plus comparer. On n'a plus des groupes naïfs pour pouvoir dire « bon, on valeur absolue, l'urgence impacte l'allaitement et pas ». Mais vous avez parfaitement raison, la formation est essentielle et très tôt. Merci, professeur Barakat. C'est Rima Amrani. En fait, je suis derrière là. Je te cherche. Le sujet est passionnant. Vous avez parlé justement des césariennes préférentielles.
chose qu'on voit de plus en plus. Vous parlez des 9%, moi je dirais des fois on voit même plus. Donc c'est des mamans qui viennent, qui demandent la césarienne d'emblée, et c'est vraiment désolant. Mais non, on voit même les organismes de couverture, c'est-à-dire ici au Maroc, qui insistent sur les indications. Et dommage, et c'est désolant de voir au niveau du secteur privé qu'il y a des indications qui sont totalement fausses. Donc on met des indications erronées juste pour faire passer une césarienne, et ça c'est vraiment désolant. Après, il y a maintenant la classe, avant c'était la classe des mères, maintenant on parle des classes des parents. Je pense qu'il faudrait quand même que cette classe de parents joue son rôle en matière de conseil, et ça se travaille justement bien avant. Donc là je trouve que cette classe de parents, elle ne joue pas son rôle comme il se doit. Donc c'était surtout ça. Merci beaucoup, professeur Amrani, parce que vous mettez le point sur quelque chose de fondamental. Et je vais vous répondre sur les deux volets. Le premier volet, on a avec nous Monsieur le Président de la Société marocaine des sciences médicales de la recommandation de bonne pratique. Voilà, tu as oublié de le mentionner. Non, Il y a je l'ai pas oublié, maintenant je vais vous dire. un protocole sur l'indication de la césarienne, je te laisse. Exact. Mais justement, parce que il y a cette flambée incroyable des césariennes en privé. Vous avez dit que parfois l'indication, parfois c'est la femme qui demande. Et le plus grave, c'est que dans l'enquête 2018, il a été montré que plus la femme est jeune, plus il demande une césarienne préférentielle, ce qui veut dire que c'est un utérus cicatriciel que les autres suivront. Et ça, c'est très grave. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au sein de la Société marocaine des sciences médicales, un protocole est actuellement rédigé, validé par l'ANAM, validé par le ministère de la Santé, quant aux indications de la césarienne. Il est diffusé, c'est-à-dire à partir du moment qu'il a été diffusé, ça fait 1 année et demie maintenant, toute personne qui indique une césarienne pour une raison qui sort du protocole, ben c'est à elle d'en assumer les conséquences. Donc vous avez parfaitement raison. Moi, je n'ai pas parlé de ce qui se passe au Maroc, je suis restée très large parce que je sais que le public serait large, mais dans la discussion, on ne peut pas ne pas en parler justement. Par rapport à la classe des mères, elle a été révisée également il y a 2 années dans le contenu. Il y a un module allaitement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et ça, vous le savez bien, professeur Amrani, professeur Olmata, il le sait également bien, on ne cesse de dire que tant que nous n'avons pas au Maroc des spécialistes de lactation, et les gens, on n'a pas malheureusement de spécialistes de lactation au Maroc, et tant qu'on n'a pas des gens dans la mission et justement de soutenir depuis la grossesse jusqu'après l'allaitement maternel, il faudrait, la seule solution, c'est que tout le monde s'investisse, pédiatre, sage-femme dans le suivi des grossesses, obstétricien, médecin généraliste, néonatologiste. Si tout le monde n'est pas investi, 2025 c'est demain, 50% c'est énorme. Je ne pense pas qu'en 2030 on puisse l'atteindre à ce rythme. La dernière question. Oui, merci madame pour cet exposé. Moi je suis de l'Oriental, 12 ans. Madame Amrani, elle a déjà parlé de ça. Je voulais, dans vos statistiques, vous avez parlé des chiffres, ils sont très bons dans l'Oriental par rapport au reste des régions marocaines. Il y a une prise de conscience, aussi bien au niveau du personnel, moi je l'ai constaté dans mon exercice, et de la population. Il y a aussi les prix, la flambée des prix du lait de pharmacie. Et surtout dans notre région, c'est l'arrêt total de la contrebande avec l'Algérie. C'est ça qui a favorisé. Maintenant, avant, il y a quelques années, c'était infernal. Les pharmaciens pouvaient vous dire ça. Mais depuis que ces dernières années, on a arrêté cette contrebande, maintenant, il y a j'ai constaté, beaucoup de femmes allaitent et longue durée. L'allaitement maternel, bien sûr. Oui. Même avec des césariennes ou des accouchements normaux, c'est ça qui explique ce chiffre que vous avez donné. Oui. Alors. Merci beaucoup, mais je pense effectivement l'intérêt de comparer ces chiffres. Maintenant, nous sommes dans la régionalisation poussée et les régions doivent être concurrentes entre elles en matière d'amélioration des indicateurs. Et par exemple, sur le plan durée d'allaitement et initiation, l'Oriental est un modèle. Il faudrait que les autres régions aillent voir ce qui se passe au niveau de la région de l'Oriental pour qu'on apprenne. Et c'est comme ça qu'on peut, entre régions, chacun peut apprendre des success stories de l'autre et on peut tous évoluer ensemble.
Merci, professeur Amina Barakat. Merci à l'assistance. Je donne la parole à Monsieur le Président.